Ce qu'on a dans les mains, là tout de suite, c'est bien plus qu'un simple téléphone. C'est potentiellement un mouchard. Et pour des enquêteurs, c'est une véritable mine d'or. Ça leur permet de localiser quelqu'un avec une précision mais vraiment surprenante, parfois à quelques mètres près. Et le plus dingue dans tout ça, c'est que ça se fait sans même avoir besoin d'activer le GPS. Alors comment c'est possible? Eh bien, on va voir ça ensemble. On aime bien se dire que notre téléphone, c'est notre petit jardin secret, pas vrai? Une sorte de forteresse. Sauf que la réalité, elle est un peu plus compliquée. En fait, chaque appareil, sans exception, communique en permanence. Et en faisant ça, il laisse derrière lui une traînée de miettes numériques, un peu comme le petit pousset. Et ces miettes, les forces de l'ordre savent très bien les suivre. Alors, pour bien comprendre comment cette traque fonctionne, il faut qu'on revienne aux bases. C'est simple. Chaque téléphone et chaque carte SIM ont des identifiants qui leur sont propres. Ils sont uniques. On peut voir ça comme leurs empreintes digitales techniques. Et c'est ça le point de départ de n'importe quelle enquête. Alors concrètement, il y a 5 identifiants clés à connaître. On a d'abord l'IMEI, ça c'est en gros le numéro de série du téléphone, un peu comme le numéro de châssis d'une voiture. Ensuite, le MSI-SDN, bon, ça c'est tout simplement le numéro de téléphone qu'on connaît tous. Après, l'IMSI et l'ICCID, qui sont les identifiants de l'abonné et de la carte SIM. Et pour finir, l'adresse IP dès qu'on se connecte à Internet avec la 4G ou la 5G. Mais, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, le point crucial, c'est que les opérateurs, eux, ils archivent toutes les correspondances entre ces numéros. Et ils gardent ces infos précieusement pendant 1 an. Et attention, ce n'est pas tout. Même quand on ne s'en sert pas, quand il est juste en veille, posé sur une table, un téléphone allumé, en réalité, il ne dort jamais vraiment. Il est constamment en train de discuter avec les antennes relais qui sont autour de lui. Il ne se contente pas d'attendre un appel, non. Il envoie sans arrêt des petits signaux pour dire « Coucou, je suis là, je suis connecté ». Et ça crée un véritable journal de bord de sa position, minute par minute. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, voyons la première technique. C'est la plus courante, d'ailleurs. Elle consiste en quelque sorte à remonter le temps. C'est ce qu'on appelle la géolocalisation a posteriori. Et comme son nom l'indique, elle permet de reconstituer tous les déplacements passés d'un téléphone. Et comment ça marche concrètement ? Eh bien, les enquêteurs vont demander aux opérateurs ce qu'on appelle les fadettes. En gros, ce sont les factures très détaillées. Sur ces documents, il y a la liste de chaque antenne relais à laquelle un téléphone s'est connecté. En analysant toutes ces données, eh bien, on peut littéralement retracer un parcours complet sur une carte, que ce soit le trajet de la veille ou celui d'il y a 6 mois. Par contre, attention, la précision de cette technique, elle varie énormément. C'est pas du tout la même chose si on est en ville ou à la campagne. En ville, il y a des antennes partout, à tous les coins de rue. Du coup, la police peut localiser un appareil dans un périmètre assez réduit, de 200 à 300 mètres. Mais à la campagne, c'est une autre histoire. Une seule antenne peut couvrir une zone immense, jusqu'à 15 km. Autant dire que la recherche devient tout de suite beaucoup plus floue. Mais alors une question se pose. Comment le réseau fait pour suivre un téléphone en mouvement, même s'il n'y a pas d'appel ou de connexion Internet active? La réponse tient en un mot, le handover. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le passage complètement automatique et silencieux d'une antenne relais à une autre. À chaque fois que le téléphone change d'antenne, hop, c'est enregistré par l'opérateur. Et c'est ce petit bavardage technique totalement invisible qui permet de reconstituer un trajet, que ce soit en voiture ou en train, avec une finesse assez bluffonte. Allez, on passe à la suite, et là on monte d'un cran en termes d'intrusion. On parle maintenant de la surveillance en direct. Ici, fini de regarder dans le rétroviseur, il s'agit de suivre une cible en temps réel, à la seconde près. La technique la plus répandue pour ça, c'est celle du ping, ou du SMS silencieux. En fait, les enquêteurs envoient un message purement technique au téléphone. Pour la personne qui a le téléphone, c'est totalement invisible, il ne se passe rien. Mais ce message, il force l'appareil à répondre immédiatement au réseau, et donc à trahir sa position. En une fraction de seconde, les enquêteurs savent exactement à quelle antenne il est connecté à cet instant T. Et ça va même plus loin, parce que des logiciels spécialisés permettent d'automatiser complètement cette surveillance. Par exemple, les enquêteurs peuvent définir des zones d'alerte. Si la cible entre ou sort de ce périmètre, ils reçoivent une notification. Ils peuvent aussi être prévenus si 2 téléphones qu'ils surveillent se rapprochent l'un de l'autre, ou même si l'un des téléphones est subitement éteint. En gros, la surveillance n'est plus passive, elle devient proactive. Et on arrive au dernier outil, le plus puissant de tout l'arsenal de la géolocalisation. C'est un outil qui est réservé aux affaires vraiment les plus graves. On parle de l'IMSI Catcher. Pour bien comprendre son utilité, imaginons un scénario, un vrai casse-tête pour les enquêteurs. Ils savent qu'un suspect se cache dans un grand immeuble. Mais impossible de savoir à quel étage ou dans quel appartement. Avec la géolocalisation classique et sa marge d'erreur de 200 mètres, ces missions impossibles, ça ne sert à rien. Et c'est précisément là que l'IMSI Catcher entre en scène.
Qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de fausse antenne relais, une antenne fantôme, qui est souvent cachée dans une simple valise. Son principe est simple, elle va émettre un signal beaucoup plus puissant que celui des vraies antennes du quartier. Et en faisant ça, elle va piéger tous les téléphones qui sont aux alentours, en les forçant à se connecter à elle. Et à ce moment-là, ils révèlent leur identifiant unique, leur IMSI. Et le résultat? Il est redoutable. On parle d'une précision de quelques mètres seulement. C'est largement suffisant pour que les enquêteurs, en se déplaçant simplement dans les couloirs de l'immeuble avec leurs valises, puissent déterminer avec une quasi-certitude derrière quelle porte se trouve exactement leur cible. Voilà, on vient de voir 3 niveaux de surveillance, qui sont de plus en plus précis et forcément de plus en plus intrusifs. On part de la simple reconstitution d'un parcours passé, on passe à la traque en temps réel pour finir avec l'identification d'une personne précise derrière une porte. Forcément, tout ça, ça pose une question d'équilibre. Donc, pour résumer très simplement, la méthode a posteriori, c'est pour retracer l'historique, mais avec une précision qui peut beaucoup varier. Le temps réel, ça permet un suivi direct, beaucoup plus fin. Et enfin, l'IMSI Catcher, c'est la précision chirurgicale pour des situations très très spécifiques. Au final, ce qu'il faut retenir, c'est que chaque communication, chaque déplacement laisse une trace numérique. Évidemment, ces techniques sont des outils incroyablement efficaces pour résoudre des enquêtes, ça, c'est indéniable. Mais en contrepartie, elles nous obligent tous à nous poser une question assez fondamentale. Quel est le juste prix à payer pour notre sécurité? Et la réponse à cette question, eh bien, elle est loin d'être simple.